Salut les pasteuriens et les pasteuriennes. Et si je vous disais que l'idée des vaccins n'est pas née dans un laboratoire, mais dans une étable, que des paysans anglais, des moines bouddhistes et un chimiste français ont tous contribué à la même révolution médicale. Une idée simple, apprendre à notre corps à reconnaître un ennemi avant même qu'il ne nous attaque. Cette idée, elle va changer l'histoire de la médecine. Aujourd'hui, on parle de vaccins. Quand on vous dit vaccin, on pense directement à une piqûre, un carnet de santé, parfois même à de l'ARN messager. Et c'est vrai, aujourd'hui, on a toute une boîte à outils vaccinale. Mais pourtant, pour en arriver là, il a fallu des siècles de développement. Alors pour comprendre tout ce chemin, on va retourner aux origines, tout au début de l'histoire. On est au 7e siècle, quelque part en Inde. Des moines bouddhistes, dans un temple, boivent du venin de cobra, volontairement. Oui, du venin. L'idée, c'est de s'immuniser en s'exposant à des petites doses d'un produit toxique. Et aussi étrange que ça puisse paraître, le principe de la vaccination est déjà là. Entraîner le corps à réagir avant qu'il ne soit trop tard. Plus tard, en Chine, vers le 10e siècle, une autre idée surgit, la variolisation. On souffle de la poudre contaminée dans le nez pour se protéger de la variole. Cette pratique voyage à travers l'Asie, l'Empire ottoman, puis elle arrive en Europe, où elle va rencontrer un médecin observateur et curieux, très obsédé par les vaches. Edward Jenner, médecin, remarque dans les campagnes une catégorie de personnes qui ne sont jamais atteintes de la variole. Ce sont les fermières, qui traient les vaches et qui, en travaillant, sont en contact direct avec des vaches atteintes par la vaccine, une version bénigne de la variole. Il teste sa théorie sur un enfant, James Phipps, avec du pus de vaccine. Puis il l'expose à la variole. L'enfant reste en parfaite santé. Et la variole devient la première maladie à réussir un doublé. Elle donne naissance à une première forme de vaccination, et 2 siècles plus tard, elle sera la première maladie à être complètement éradiquée de la planète. Alors oui, la variole, petit à petit, on commence à s'en protéger. Mais pendant ce temps-là, d'autres menaces planent, dont une qui terrifie la population. La rage. Rappelons le contexte. À la fin du 19e, les maladies infectieuses sont le fléau numéro 1. Elles tuent massivement, partout dans le monde. Mais la rage, elle, terrorise les campagnes françaises. On ne sait pas la soigner. On ne comprend pas vraiment ce qui la cause, mais on sait qu'on en meurt dans d'atroces souffrances. Et c'est là qu'un certain Louis Pasteur entre en scène. Avant d'être célébré comme un héros national, Pasteur est chimiste, pas médecin. Et pourtant, il formule une hypothèse décisive. Les maladies ne naissent pas du hasard, elles sont provoquées par des microbes. Et là, Pasteur fait quelque chose de révolutionnaire. Il transforme cette intuition en science expérimentale. Faut dire que jusqu'ici, les vaccins reposaient sur l'observation empirique. On remarquait que certaines personnes exposées à des formes légères de maladies étaient protégées. Mais on ne comprenait pas pourquoi, et on ne savait pas reproduire le processus de manière fiable. Pasteur, lui, met au point une méthode expérimentale rigoureuse. Il identifie le microbe, l'isole, le cultive, puis le rend moins dangereux, moins virulent. Juste assez réactif pour déclencher une réaction immunitaire, sans déclencher la maladie. Ce qui permet une protection durable contre la maladie. Et il teste. Cette méthode, elle va lancer l'ère moderne des vaccins et poser les bases d'une nouvelle science, l'immunologie. En 1879, il applique cette méthode au choléra des poules. Succès. En 1881, sur le charbon chez les moutons, une maladie souvent mortelle dans les élevages. Nouveau succès. Pour la première fois, l'humanité prend le dessus sur les maladies de manière reproductible, scientifique. La suite logique, s'attaquer à une maladie humaine. Par exemple, la rage. Mais il y a un problème. Pasteur ne peut pas voir le microbe, qui est cette fois-ci un virus. Les microscopes de l'époque ne sont tout simplement pas assez puissants. Mais Pasteur ne se laisse pas démonter. Il comprend que la rage attaque les nerfs et voyage jusqu'au cerveau. Il infecte des lapins avec la rage, prélève leur moelle épinière et la fait sécher. Le virus s'atténue. Il injecte cette moelle séchée à des chiens potentiellement infectés. Et ça fonctionne. Mais tester ça sur un humain, là, Pasteur hésite. Jusqu'à ce que, le 6 juillet 1885, un garçon de 9 ans, Joseph Mester, se fasse mordre 14 fois par un chien enragé. Et là, il faut agir vite. Pasteur donc consulte, discute avec ses collègues, doute encore, et finit par décider d'essayer de sauver le garçon. C'est le docteur Granchet qui fait les injections de son vaccin. Joseph ne développera jamais la rage. Le traitement fait le tour du monde. La presse s'en mêle. Louis Pasteur est célébré. Des patients affluent de toute la France et de l'étranger pour se faire soigner de la rage. Pasteur comprend qu'il faut un lieu dédié. En 1888, il crée un centre unique en son genre. Un lieu qui soigne, qui cherche, qui enseigne. Et ce lieu porte encore son nom aujourd'hui, l'Institut Pasteur. Et oui, même un siècle plus tard, on continue à appliquer la méthode Pasteur, mais cette fois avec des microscopes et des labos ultra pointus. Le principe,
Toujours le même, entraîner le système immunitaire à l'avance. Je vous explique. Quand un agent pathogène entre dans l'organisme, un régiment de notre armée immunitaire, les lymphocytes B, produisent des anticorps pour le neutraliser. Et surtout, elles gardent des cellules mémoire, prêtes à réagir plus vite et plus fort la prochaine fois. Mais concrètement, qu'est-ce que le système immunitaire reconnaît? Eh bien, il reconnaît des antigènes, des molécules spécifiques présentes à la surface des microbes. C'est un peu comme une carte d'identité moléculaire. Chaque pathogène a ses propres antigènes et notre système immunitaire apprend à les repérer. Le vaccin, lui, sert à présenter ces antigènes au système immunitaire, sans déclencher la vraie maladie. Il existe plusieurs grands types de vaccins, encore largement utilisés aujourd'hui. On vous en présente quelques-uns. Première technique, celle de Pasteur, le microbe vivant atténué. Le microbe est affaibli. Il ne provoque plus la maladie, mais il conserve à sa surface des protéines caractéristiques qu'on appelle des antigènes. Ce sont ces antigènes que le système immunitaire apprend à reconnaître. Il les scanne, produit des anticorps spécifiques et garde en mémoire leur signature. Deuxième approche, c'est celle du vaccin inactivé. Le microbe est totalement mort, mais sa structure reste intacte. Et c'est ça qui est crucial. Même mort, il garde ses antigènes de surface. Le système immunitaire peut donc toujours le lire et apprendre à le reconnaître. Il s'agit des vaccins pour la grippe, la polio ou l'hépatite A. Troisième technique, les vaccins à sous-unité. Alors cette fois, on ne montre même plus le microbe entier au système immunitaire. On lui présente seulement un fragment très précis du pathogène, une de ses protéines caractéristiques, une sorte de signature moléculaire, et c'est suffisant. Le système immunitaire l'analyse, fabrique des anticorps contre cette protéine signature et en garde la mémoire. C'est le cas par exemple des vaccins contre l'hépatite B ou contre le papillomavirus. Alors maintenant qu'on sait comment fonctionne un vaccin, il faut voir une chose. Il n'existe pas un vaccin universel, car chaque maladie impose sa propre réponse. Et depuis Pasteur, on n'a pas arrêté d'innover. Chaque époque a apporté sa solution. Dans les années 70-80 par exemple, une nouvelle idée surgit. Pourquoi injecter le microbe entier si on peut juste prendre le morceau qui nous intéresse? Des pasteuriens, Philippe Maupas et Pierre Thiollet, travaillent sur l'hépatite B. Leur stratégie, utiliser uniquement l'antigène de surface du virus, la partie que le système immunitaire repère en premier. Ça, c'est ce qu'on appelle un vaccin à sous-unité ou sous-unitaire, dont on a parlé juste avant. En 1986, Pierre Thiollet va encore plus loin. Il fabrique cet antigène en laboratoire sans avoir besoin du virus. Il isole le gène qui code pour l'antigène et le fait produire par une levure. En gros, on n'a plus besoin du virus, juste de la recette pour fabriquer la bonne pièce. C'est le vaccin recombinant, une version encore plus sophistiquée du vaccin à sous-unité. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Si on peut produire une seule protéine, pourquoi ne pas reconstruire l'enveloppe entière du virus sans son matériel génétique? C'est exactement le cas du vaccin contre le papillomavirus humain, le HPV, développé dans les années 90-2000. Là, on fabrique des pseudoparticules virales. On assemble des éléments qui ressemblent au virus, avec tous les bons antigènes à la surface, mais sans aucun matériel génétique dedans. C'est comme un costume de virus porté par personne. Le système immunitaire le repère, apprend à le reconnaître, mais zéro risque d'infection. Après avoir injecté le microbe entier, puis seulement un fragment, puis une coquille vide, une question s'impose. A-t-on besoin d'injecter une protéine? En 2020, un cap est franchi. La pandémie de Covid-19 aboutit à la commercialisation d'une nouvelle génération, les vaccins à ARN messager. On n'injecte ni le virus, ni une protéine du virus. On introduit simplement l'instruction génétique qui permet aux cellules de fabriquer cette protéine elle-même. Un message génétique qui dit à tes cellules « fabrique cette protéine pour qu'on puisse s'entraîner dessus ». Et là, beaucoup se demandent comment on a fait un vaccin aussi vite. Enfin, la réponse, c'est qu'on l'a pas fait vite. Il y a eu des décennies de recherche sur l'ARN messager. Cette technologie, elle existe depuis les années 90. Alors pendant longtemps, des chercheurs ont travaillé dessus, avec peu de moyens, parce qu'à l'époque, l'ARN messager suscitait pas beaucoup d'intérêt. Mais lorsque la pandémie est arrivée, ces décennies de recherche fondamentale et clinique ont permis de réagir à une vitesse inédite. Et depuis, tout a changé. L'ARN devient l'un des domaines les plus investis au monde. Parce qu'on a compris, cette technologie ouvre la voie à des vaccins contre le paludisme, le VIH, le cancer et tant d'autres. Si on prend un peu de recul, juste pour voir l'impact réel des vaccins, les chiffres impressionnent. Depuis 50 ans, les vaccins ont sauvé environ 154 millions de vies, soit 6 vies par minute. Et dans cette statistique incroyable, un chiffre clé. 101 millions d'entre elles sont des nourrissons de moins d'1 an. Le vaccin contre la rougeole, à lui seul, 60% de ses vies épargnées. C'est 94 millions d'enfants sauvés. En fait, ça c'est historique, parce que la vaccination, c'est l'une des deux plus grandes révolutions médicales de l'histoire moderne, avec les antibiotiques. Pour la première fois, on ne soigne plus les maladies. On prévient les maladies avant même qu'elles ne surviennent.
Résultat, mortalité infantile réduite de 40% dans le monde. Des maladies devenues des maladies du passé. Variole éradiquée, diphtérie, polio, rougeole quasiment disparues. Et les vaccins ne protègent pas que les personnes vaccinées, ils protègent aussi les plus vulnérables. Nourrissons trop jeunes, personnes âgées, personnes immunodéprimées. En clair, les vaccins ont changé l'histoire de l'humanité et ils continuent de le faire. Aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, les vaccins d'hier inspirent ceux de demain. On parle de Lassa, Shigella, chikungunya, paludisme et on a déjà dit de vaccins contre le cancer. En 2026, 2 candidats vaccins entrent en essai clinique. L'un contre la fièvre de Lassa, développée grâce à la plateforme Mopevac, un système ultra rapide pour répondre aux virus émergents. Et l'autre contre la shigellose, une infection diarrhéique qui touche surtout les enfants en Afrique. D'autres projets tout aussi prometteurs sont en cours. Un vaccin contre le paludisme, avec la technologie ARN messager, et un autre contre le chikungunya, avec un vecteur viral. Et c'est ça la force de la recherche. Elle avance sur tous les fronts en même temps. Et ces cliniques pour tester les candidats les plus avancés et en parallèle recherche fondamentale pour imaginer les vaccins de demain contre des maladies qu'on ne connaît pas encore mais pour qu'on soit prêt avant même qu'elles n'arrivent. Pendant des siècles, les humains ont cherché comment se protéger des maladies. Petit à petit, une idée s'est imposée. Au lieu d'attendre que la maladie ne frappe, on peut préparer le corps à l'avance. En gros, entraîner notre système immunitaire. Mais derrière cette idée apparemment simple, il y a des siècles d'expériences et de découvertes scientifiques. Et concrètement, ça change quoi? Eh ben, ça permet à des millions de personnes de traverser l'enfance, l'âge adulte, la vie, sans mourir d'une maladie évitable. Et ça, les pasteuriens le savent depuis plus d'un siècle. Et ils continuent à avancer. Si on a piqué votre curiosité, vous pouvez bien sûr mettre un like, partager cette vidéo et même vous abonner, non? Allez, on se retrouve dans le prochain épisode. À bientôt les pasteuriens, à bientôt les pasteuriennes.